Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Deep Tech 2024, l'événement organisé par Systématique dédié au Deep Tech. Nous allons vous proposer 3 jours de webinaire et également un rendez-vous de networking en présentiel demain à Paris pour échanger sur des sujets stratégiques tels que la cybersécurité, le quantique, l'IA générative et les financements. Vous pourrez également participer à une séance d'émergence de projet et intégrer des rendez-vous de montage de projet en one-to-one. Et une place de l'innovation vous attendra pour découvrir 8 innovations à tester en direct. Vous pourrez encore vous inscrire gratuitement et vous trouverez les liens d'inscription en fin de webinaire et dans le chat. Alors, vous voyez ici le programme de demain. Donc, c'est une journée en présentiel à Paris. Vous aurez l'adresse, ça sera à la Maison des Associations, 10 rue des Terres au Curé dans le 13e arrondissement, mais on vous remettra l'adresse dans le chat. Donc, vous pourrez vous inscrire pour venir nous rencontrer directement en présentiel et discuter et échanger avec les différents participants et membres de Systématique. Alors, petit rappel pratique, merci d'utiliser le chat pour échanger et pour poser des questions. Et vous pouvez aussi interroger nos intervenants via l'onglet questions. Et pour votre information, les webinaires de ce Deep Tech sont enregistrés et seront proposés en replay par Systématique. Alors, pour commencer le webinaire, donc, nous allons avoir trois intervenants sur l'Horizon Europe pour les débutants. Donc, moi-même, responsable de projet européen systématique. Il y aura Hélène, qui est responsable PCN numérique Horizon Europe au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Lionel, directeur de développement international à l'IRT Systemix. Bonjour à tous. Donc, bonjour. Bonjour à tous. À Lionel. Et donc, je vais laisser la main à Hélène pour nous faire une introduction sur les opportunités des appels à projets européens. À toi, Hélène. Alors, merci Alain. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Systématique pour l'invitation à ce webinaire dans le cadre du festival Deep Tech. Comme l'a indiqué Alain, je suis Hélène Derechowski, membre du point de contact national numérique d'Horizon Europe, à hauteur de 50% de mon temps de travail. En fait, nous sommes une équipe de 4 personnes, composée de Gaëlle Mogis, Smailignard et coordonnée par Isabelle De Sutter, qui est également coordinatrice du PCN Espace. Alors, je vous expliquerai plus tard un petit peu ce qu'est Horizon Europe et où on se positionne en fait en tant que PCN dans Horizon Europe. Donc, pour commencer, en premier lieu, je vais faire une présentation un peu en entonnoir. En premier lieu, je vais vous présenter brièvement les grandes lignes de fonctionnement des fonds européens et des appels à projets européens, pour ensuite présenter plus spécifiquement, mais assez succinctement, le programme cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne intitulé Horizon Europe, et ensuite terminer en vous présentant le rôle du PCN et des dispositifs de recherche de partenaires et de consortiums pour monter des projets européens. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, l'Union européenne, en fait, peut offrir un soutien financier à différents acteurs, que ce soit des entreprises, des acteurs académiques, des membres de la société civile ou autres, à travers une large variété de fonds et de programmes européens. Donc, il est à noter que l'Union européenne a un objectif politique, comme vous avez peut-être entendu parler du pacte vert européen ou de la stratégie de décennie numérique de l'Europe, qu'elle met en œuvre donc à travers des politiques publiques et des programmes de financement dédiés. Et c'est à ce titre, en fait, que la Commission européenne, qui est l'institution, en fait, représentant l'intérêt général de l'Union européenne, qui va proposer et mettre en œuvre la législation européenne, mais elle va également mettre en œuvre différents programmes de financement. Et elle est assistée pour certains programmes de financement par des agences exécutives, qui sont en fait, plus exactement, les agences exécutives sont des entités juridiques à qui la Commission européenne a délégué pour une durée déterminée la réalisation, enfin la responsabilité relative à la mise en œuvre de certains programmes de l'Union européenne. Il en existe 6. Dont par exemple le ISMEA, qui est l'agence européenne, enfin l'agence exécutive européenne de l'innovation et des PME, qui va mettre en œuvre par exemple le Conseil européen de l'innovation, nous verrons un peu plus tard, ou l'agence européenne de l'exécutive de la recherche, ou aussi l'agence exécutive ADA pour la santé et le numérique, qui va mettre en œuvre les appels à projets, qui va gérer les appels à projets du programme EU for Health, ou aussi des appels du cluster 1 santé d'Horizon Europe ou du cluster 4 d'Horizon Europe, qui est numérique, industrie et espace, qu'on va voir aussi un petit peu plus loin. Donc actuellement,
dans cette large palette, enfin, dans le cas de la programmation pluriannuelle actuelle de l'Union européenne pour 2021-2027, ce sont des programmations de 7 ans, en tout une quarantaine de programmes de financement de fonds européens. On ne va pas les lister, hein, c'est pas l'objectif de la session aujourd'hui, mais c'est voilà, pour vous informer de l'existence de tous ces programmes qui sont regroupés dans différentes rubriques. Il y en a dans 6 rubriques en tout, 6 rubriques principales, dont l'une s'intitule marché unique, innovation et numérique. Et là, dans cette rubrique en fait de programme de financement, on va retrouver le programme cadre Horizon Europe, mais aussi le programme du marché unique ou le programme pour une Europe numérique, Digital Europe Programme. Il y a aussi la rubrique cohésion, résilience et valeurs où on va retrouver les fonds structurels européens, notamment le FEDER, le Fonds européen de développement régional, ou Erasmus+. Voilà, c'est pour donner un petit peu un panorama un peu du fonctionnement des programmes européens de financement. Et alors, il y a différents types de financement de l'Union européenne et notamment des subventions ou grants qui sont accordées à travers des appels à projets compétitifs. Et il est à noter en fait que chaque programme européen de financement a ses propres règles de fonctionnement, son propre taux chaque programme propose des taux de financement différents en fait. Hein. Le financement européen peut aller de 40 à 100% en fonction du programme. D'où l'importance s'acclimater en fonction du financement choisi, de bien regarder en fait la philosophie du programme et les conditions de participation et de fonctionnement. C'est bien important d'anticiper. Alors, pour la publication des appels, l'Union européenne, ces dernières années, a essayé de centraliser le plus possible en fait la publicité des appels à projets européens, notamment à travers le portail, le Funding and Tenders Portal, vous voyez le nom ici, qui va regrouper en fait tous les appels à projets de différents de financement. C'est le portail de soumission. Le portail Cordis, c'est quant à lui le portail qui regroupe tous les projets financés en recherche et innovation. Et après, pour la publication des appels, tout du programme de financement, la périodicité va varier. Certains programmes ont des appels périodiques annuels, par exemple l'Erasmus+, c'est souvent en février, tous les ans, on a tous les appels. À titre d'exemple, pour Horizon Europe, on va le voir, ça va varier en fonction des programmes. Donc, toujours important de bien planifier en amont. D'essayer de s'abonner à des newsletters, abonnements pour anticiper le plus possible et participer à des réseaux et associations pour anticiper le plus possible les appels à projets. Donc maintenant, je vais me concentrer un peu plus, je vais vous présenter plus spécifiquement le programme cadre de recherche et d'innovation Horizon Europe pour la période 2021-2027. Donc, en fait, ce programme est d'un budget de 95,5 milliards d'euros. Et son objectif est en fait de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, de stimuler aussi sa capacité d'innovation, sa compétitivité sur le plan mondial et la création d'emplois, tout en participant à la réalisation des priorités politiques de l'Union, mais aussi des problématiques mondiales, notamment ceux des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, structure du Horizon Europe, en fait, est structurée en 3 piliers et un pilier transversal. Là, je vais vous présenter brièvement les piliers 1 et 3 spécifiquement. Enfin, le pilier 1 est axé sur la science d'excellence et doté d'un budget de 25 milliards d'euros pour la période de 2021-2027. Le pilier 2 est plus axé sur les problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne, avec un budget de 53 milliards. Le pilier 3 pour une Europe plus innovante et doté d'un budget de 13,6 milliards d'euros. Le 4e pilier transversal vise plus à élargir et renforcer l'espace européen de la recherche, qu'il y ait plus d'acteurs qui participent à cet espace européen de la recherche, avec un budget de 3,5 milliards d'euros. Alors, brièvement, sur le pilier 1, je vais parler rapidement du programme du Conseil européen de la recherche, l'ERC, qui vise en fait à financer des projets de recherche exploratoire vraiment à la frontière des connaissances. Là, on est vraiment sur de la recherche assez fondamentale qui pointe
Et donc, ça permet de financer en fait des lauréats ERC qui vont pouvoir monter leur équipe de recherche, et quel que soit leur niveau, où ils en sont dans leur carrière scientifique. Les bourses commencent à partir pour des lauréats qui sont à 2 ans après leur thèse, jusqu'à après. Et donc, en fait, ils vont monter leur équipe de pointe sur une thématique de pointe, donc quel que soit le domaine de sciences et technologies. Et les institutions hautes, enfin les institutions d'accueil qui vont les recruter, qui peuvent les prendre, les recruter, vont être les accueillir, doivent, si elles répondent à tous aux critères d'éligibilité, ne sont pas forcément que des universités ou des organismes de recherche, mais une entreprise peut recruter. Voilà, c'est juste une petite note à noter. Donc, ça fait la finance des projets allant jusqu'à 5 ans, allant de 1,5 million d'euros à 2,5 millions d'euros, en fonction du type de bourse. Et ce sont donc des appels blancs. On a une approche, on va dire, ascendante, où toute thématique peut être proposée. Les actions Marie Skłodowska-Curie, quant à elles, donc, visent à encourager la mobilité des chercheurs, à mobilité internationale, mais aussi interdisciplinaire et intersectorielle. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici dans le programme, dans Horizon Europe par intersectoriel? C'est la mobilité entre le secteur académique qui va regrouper tous les établissements universitaires d'enseignement supérieur qui délivrent des diplômes académiques, qu'ils soient privés ou publics, et aussi les organismes de recherche publics ou privés, mais à but non lucratif, dont la mission principale est de faire de la recherche, et le secteur non académique qui va regrouper tout ce qui n'est pas académique, en fait, donc souvent des entreprises, aussi des associations, des ministères. Et alors, je tiens à le préciser parce que cette dimension est très importante. Les acteurs, les entreprises sont vraiment bienvenus, sont encouragés à participer à ce type de projet. Et donc, il existe en tout 5 types d'actions Marie Skłodowska-Curie qui vont du réseau doctoral, qui sont des projets collaboratifs qui visent à mettre en place des réseaux doctoraux qui peuvent financer jusqu'à 15 thèses sur une période de 4 ans en tout, et qui vont regrouper à la fois des acteurs, enfin des organisations académiques et non académiques autour d'un projet de recherche commun. À l'instar des projets ERC, on est sur des appels dits blancs avec projet ascendant, n'importe quelle thématique recherche et technologique et peuvent candidater, enfin c'est ouvert à tout type de projet, de thématiques. Les postdoctoral fellowship qui permettent de recruter un postdoctorant qui a déjà donc une entreprise peut recruter un candidat postdoctorant. Donc ça permet de financer en fait le salaire de ce postdoctorant et les frais environnants. Les staff exchange qui permettent en fait de financer qui sont aussi des projets collaboratifs entre acteurs académiques et non académiques notamment, qui permet aussi de financer autour d'un projet de recherche commun qui permet de financer les mobilités, les frais de recherche environnement. Puis les co-funds qui sont du cofinancement de programmes doctoraux et MSCN Citizen qui finance la Nuit européenne des chercheurs. Donc, voilà, je voulais quand même présenter rapidement ces deux programmes de l'ERC, des actions Marie Skłodowska-Curie pour dire que les entreprises sont tout à fait les bienvenues pour participer à ce type de projet. Maintenant, je vais passer rapidement sur le pilier 3 pour une Europe plus innovante et sur le Conseil européen de l'innovation, qui en fait c'est le programme qui vise à accompagner les innovations de rupture des laboratoires jusqu'à leur mise sur le marché. Et en fait, il y a 3 types de projets, EIC. Pour ceux qui sont à un niveau de maturité technologique de 1 à 4, on a le EIC Pathfinder, éclaireur, qui va plus faciliter la recherche fondamentale pour développer la base scientifique, permettant ensuite d'essayer des innovations de rupture. Donc là, ce sont des projets collaboratifs ouverts à au moins 3 entités différentes, dont des PME, une université de 3 pays différents. Le EIC Transition, pour une maturité technologique de 4 à 5, qui permet de développer des technologies prometteuses et leur business plan pour une industrialisation future. Là, le financement va jusqu'à 2,5 millions d'euros aux PME, aux startups, et le EIC Accelerator avec un niveau où on s'approche un peu plus du marché avec un niveau de maturité technologique de 6 à 8 qui permet à des projets risqués à fort potentiel d'accélérer le développement. Et rapidement, donc l'EIE, qui est l'écosystème européen d'innovation, vise en fait à renforcer le paysage européen global de l'innovation et en fait à consolider les écosystèmes entre acteurs de différents, d'un territoire, entre acteurs et territoires.
l'EIT, ce qui est l'Institut européen d'innovation et de technologie, vise à articuler la recherche, l'innovation et l'éducation, donc le triangle de la connaissance, afin de renforcer la capacité d'innovation de l'Europe au moyen de communauté de la connaissance et de l'innovation. Voilà rapidement pour la présentation des piliers 1 et pilier 3. Maintenant, je vais vous présenter plus spécifiquement le pilier 2. Enfin, voilà, ici, donc vous avez sur cette slide en fait les liens vers les sites horizoneurope.gouv.fr par pilier, qui vous présentent plus en détail en fait chaque pilier, et avec les liens vers les points de contact nationaux afférents à chaque programme pour le RC, pour les actions Marie-Skłodowska-Curie, car nous avons différents points de contact nationaux qui couvrent pour couvrir tous les programmes. Pilier 2, alors contrairement en fait aux ERC, aux actions Marie-Skłodowska-Curie, on est sur une approche top-down, enfin plus descendante, car l'idée est toutes les politiques stratégiques de l'Union européenne et des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc on est sur des appels à projets qui sont ici des problématiques sociétales et des défis globaux déjà identifiés. Donc l'objectif est de répondre à des impacts attendus. L'appel à projet va présenter clairement l'impact attendu, le périmètre attendu du projet. Et l'objectif est de fournir des options, des solutions technologiques ou non, des recommandations. Donc il y a en fait, le pilier 2 est divisé en 6 clusters ou pôles. Donc le premier concerne la santé, il y a un PCN santé également. Le deuxième sur la culture, créativité et société inclusive, nous avons également un PCN pour ce cluster. Le troisième, la sécurité civile pour la société, nous avons également un PCN. Donc le quatrième, qui regroupe les appels du numérique, industrie et espace. Donc, moi, je suis membre du PCN numérique de ce cluster 4. Et nous avons également des collègues du PCN industrie et un PCN espace. Ensuite, le cinquième cluster concerne les climats, énergie et mobilité. Nous avons aussi deux PCN distincts. Puis le sixième concerne l'alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Ici, le fonctionnement dans le pilier 2, ce ne finance que des projets collaboratifs, transdisciplinaires, transsectoriels, transnationaux. Les projets durent en moyenne 3 à 4 ans. Le minimum de financement est de 2 à 3 millions d'euros. Enfin, et ça, en général, en moyenne, à 4 à 6 millions d'euros. Il y a 3 types, en fait, sur ces appels thématiques. Alors, il y a ce qu'on appelle les RIA, les actions de recherche et d'innovation, qui sont à un niveau de maturité technologique de 2 à 5. Enfin, 5 là, je remets le petit tableau de TRL, de niveau de maturité technologique, pour voir. Et donc là, l'objectif est de viser, d'établir de nouvelles connaissances, explorer la faisabilité d'une technologie, d'un produit. Là, le financement est à 100% pour tous les acteurs qui participent au consortium, enfin qui sont éligibles à participer. Les actions d'innovation qui ont un niveau de maturité technologique plus élevé, de 5 à 8 en fin de projet, visent à produire des plans, des arrangements, des concepts, pour un produit, un procédé de service nouveau amélioré, prototypage, des essais, des démonstrations, des pilotes. Alors là, le financement est à 100% pour les acteurs publics, mais par contre, pour les entités privées, le financement est européen de 70%, notamment pour les entreprises, pour les entités privées à but lucratif. Et les actions de coordination et de soutien, alors là, il y a on n'applique pas une unité technologique, cela finance surtout des accompagnements, de la mise en réseau d'acteurs, des actions de communication, de recommandations, de dialogue politique. Et donc là, le financement est à 100% pour tous les acteurs. Alors, très rapidement, je passe très succinctement sur les cours pour donner un exemple en fait d'appel dans le cas du pilier 2. Alors, comment cela fonctionne? Il faut savoir que pour chaque acteur que j'ai présenté, donc santé, sécurité civile, pour tous, numérique, espace, industrie, nous avons des programmes de travail biannuels sur 2 ans qui vont présenter toute une liste en fait d'appels à projets qui sont découpés en fait par destination, par grande destination, qui vont correspondent en fait à des stratégies politiques de l'Union européenne. Dans ces destinations, des rubriques, et là, dans chaque rubrique, il y aura des lignes d'appel, des appels à projets spécifiques. Donc, actuellement, les appels en cours
les appels en cours dans le cadre du cluster 4, qui est numérique, industrie, espace. Donc, pour la plupart, la date butoir est au 18 septembre prochain. Donc, nous avons dans la destination 4 sur les technologies numériques émergentes au service de la compétitivité et de l'adaptation au pacte vert. Il y a des appels sur les technologies quantiques et le changement de paradigme, notamment, à titre d'exemple, un appel visant à développer et déployer un réseau de gravimètres quantiques en Europe. Là, c'est une action d'innovation, et il est précisé dans l'appel que l'action doit commencer à TRL 6 pour aller jusqu'à la TRL 8 avec un budget de 25 millions d'euros. Donc, un projet sera financé. Alors, après, quand on regarde le programme de travail, il y a le détail de l'appel, du périmètre attendu et des impacts attendus. La destination 6, elle va sur le développement de technologies numériques, industrielles et titrées sur l'homme. Notamment, il y a 2 appels sur l'intelligence artificielle basée sur la confiance. Des appels sur les approches systémiques sur la gestion des actifs intellectuels, qui sont des CFSA. Donc voilà, c'est juste pour vous présenter les titres des appels en cours qui se clôturent prochainement, illustrer un petit peu à quoi ressemblent des appels du pilier 2 et notamment dans des appels numériques du cluster 4. Donc pour revenir, voilà, comme je disais, dans le pilier 2, ce sont des appels à des projets collaboratifs, c'est-à-dire qu'il faut au minimum 3 entités légales indépendantes dans 3 États membres ou pays de l'Union européenne ou pays associés à Horizon Europe, parce qu'en effet, Horizon Europe a des pays associés, donc des pays qui abondent au programme, environ une dizaine de pays associés, par exemple la Moldavie, l'Ukraine, à titre d'exemple la Norvège. Et aucune des entités légales qui participent à ce consortium soit établie dans un des 27 États membres de l'Union européenne. Mais après, à savoir, dans chaque appel à projet, il faut vraiment bien lire les conditions spécifiques parce que certaines conditions peuvent apparaître spécifiquement, soit il faut plus de partenaires. Certains pays obligatoires avec qui l'Union européenne a des accords, par exemple le Japon, tout ça vont être plus ciblés. Donc, il est demandé d'avoir, par exemple, des partenaires japonais. Enfin, bon, là, pas le cas spécifique, mais voilà. Donc, il faut vraiment bien regarder les conditions spécifiques des appels en plus. Les coûts éligibles dans les projets collaboratifs, donc comme je disais, dans un projet les dépenses prévues doivent être obligatoirement liées au projet et réalisées dans la durée du temps du projet. 100% pour les projets de RIA et 60% dans les IA, donc ça finance les coûts directs, les coûts de personnel, la sous-traitance, les coûts de déplacement de missions liés au projet, les coûts d'équipement, l'amortissement de l'équipement utilisé pour le projet, d'autres biens, travaux et services, les consommables, catégorie de coûts. Et il y a toujours un taux forfaitaire de 25% des coûts directs qui s'appliquent délivrés automatiquement, sauf qui ne prend pas en compte par contre la sous-traitance, les volontaires, le support financier à des tiers. Voilà, c'est pour expliquer très brièvement le fonctionnement. Donc après, donc les points, comme je vous disais, du point de contact national numérique du cluster 4 d'Horizon Europe. Donc, en fait, le rôle des PCN, surtout un rôle de support et de conseil. Et en fait, ce dispositif des PCN Horizon Europe est placé, donc on l'est placé sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les délégations aux affaires européennes et internationales du département accompagnement des opérateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, les missions principales des PCN, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser la communauté française de recherche et d'innovation sur les opportunités de financement d'Horizon Europe, mais aussi d'aider, conseiller, former les porteurs de projets aux modalités de fonctionnement. S'il y a des questions spécifiques sur un appel, il ne faut pas hésiter à nous demander aussi plus de renseignements. Et on peut vous aider aussi à rechercher des partenaires, par exemple le PCN, plus spécifiquement pour le PCN numérique, nous faisons partie d'un réseau de PCN numérique au niveau européen qui s'appelle IDES. Et donc, on peut collecter des offres, des recherches et des offres de compétences émises par des acteurs français de la recherche et de l'innovation qu'on peut transmettre si vous recherchez des partenaires, si vous montez un projet, vous avez un consortium pour chercher des partenaires, on peut transmettre ces offres une offre de recherche de partenaires à l'ensemble de notre réseau de PCN qui va retenir la communauté de recherche et d'innovation nationale. Inversement, si vous cherchez un consortium, voilà, vous ne pouvez pas hésiter à nous demander. Il y a aussi des rencontres Infodesk et Brokerage Events organisées par la Commission européenne, mais aussi par le réseau Idealis. Donc,
pas hésiter à regarder. Et aussi sur le portail, comme je vous disais au début, le portail de Funding and Tender Opportunities, enfin de financement de l'Union européenne. Pour chaque appel à projet, quand vous allez sur le lien de l'appel à projet, vous pouvez voir aussi une section, il y a une rubrique Partner Search où certains acteurs mettent leur offre de compétences ou d'expertise aux recherches de partenaires. Donc, il faut regarder également ici. Donc voilà, ça c'est le réseau Idealis, le soutien que nous pouvons apporter. Et aussi sur la coordination au niveau national. Alors pour les acteurs publics de la recherche et innovation, il y a l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, propose le MRSEI, donc MRSEI, le montage de réseau de scientifiques européens internationaux. Alors, quand le partenaire français, enfin l'acteur français est coordinateur, ce qui permet d'aider à monter le projet, pour un montant de 30 000 €. Et pour les acteurs de la recherche innovation privée, la BPI France propose des diagnostics partenariat technologique internationale pour accompagner les entreprises françaises à rechercher des partenaires de consortium, avoir recours aux conseils prestataires spécialisés. Maximum de 25 000 € hors taxe. Voilà. Et surtout aussi, n'hésitez pas à contacter, en attache avec votre pôle de compétitivité, avec le service Europe, en fait, pour vous accompagner si vous avez des appels à projets qui vous intéressent, surtout, pour vraiment profiter aussi de ce soutien au sein de Systématique. Ouais. Je vous remercie. Merci Hélène. Il y a une question dans le chat de Loïc. Pour les projets du pilier 2 du type RIA, est-il possible de proposer des innovations pour recherche de financement ou pour des collaborations, ou peut-on juste répondre à des projets? Je ne sais pas si Hélène peut répondre. Oui, alors j'avoue que je ne comprends pas trop la question. Proposer des innovations pour recherche de financement. En fait, j'avoue que c'est répondre à des projets. En fait, c'est un appel à projet bien défini avec un impact attendu bien défini. Donc, c'est vraiment monter un projet avec un consortium de partenaires européens pour répondre où chaque partenaire européen va apporter des compétences spécifiques pour répondre aux attendus de l'appel à projet. Après, oui, vous proposer des innovations dans le cadre du projet, mais des innovations technologiques ou non technologiques en fonction de l'attendu de l'appel à projet. Voilà, c'est pas. Alors souvent, et les RIA, c'est juste le niveau de maturité technologique du projet, enfin de la proposition de projet que vous allez prévoir, est défini. Ça va donc de 2 à 5 en général. Voilà, on n'est pas encore sur la mise sur le marché en fin de projet. Mais je ne sais pas si ma réponse est. Éventuellement, Loïc, reposer une question dans le chat et on pourrait répondre à la fin du webinaire pour compléter. Merci Hélène. Du coup, je vais prendre la main sur la partie résultats et sélection, et notamment par rapport au processus de sélection des projets. Donc, ce qui est important, c'est que la Commission européenne publie des appels à projets sur le portail officiel, comme le Funding and Tender, comme a pu le mentionner Hélène. Les candidats doivent soumettre leurs propositions avant la date limite via le portail en ligne, ce qui est normal. Et ces propositions doivent respecter les critères et les formats qui sont spécifiés dans l'appel à projet que vous retrouverez donc sur le participant portal. Les propositions sont d'abord vérifiées pour s'assurer qu'elles répondent aux critères d'admissibilité et d'éligibilité. Et puis, des experts indépendants vont évaluer les propositions selon plusieurs critères, typiquement l'excellence scientifique, l'impact, la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre. Ensuite, les experts se réunissent pour discuter des propositions et s'assurer d'une évaluation cohérente et équitable. Les propositions sont ensuite classées en fonction des scores obtenus lors de l'évaluation. Et puis, une liste des propositions financées est établie en fonction du budget disponible. La validation par le comité de programme, donc le comité de programme valide la liste des propositions sélectionnées et une décision finale est faite par la commission qui prend cette décision par rapport sur le financement de chacun des projets. Et les projets, in fine, retenus entrent en phase de négociation pour finaliser les détails du financement et des conditions.
En ce qui concerne les petits conseils qu'on peut vous apporter pour les points clés pour réussir votre dépôt de projet, l'idée c'est vraiment de préparer en amont une proposition solide, respecter les critères et fournir des preuves convaincantes de l'impact potentiel et de la faisabilité de votre projet, anticiper en amont les questions des évaluateurs, donc répondre clairement aux critères de l'appel à projet et anticiper les questions potentielles que pourraient se poser les évaluateurs. Suivre les instructions à la lettre, s'assurer que toutes les parties de la proposition sont bien complètes et conformes aux directives. Et enfin, pour planifier la soumission en avance, donc soumettre la proposition avant la date limite, si possible, pour éviter des problèmes techniques de dernière minute, parce que la plupart des porteurs de projets essayent d'améliorer leur proposition jusqu'au dernier moment, et pour éviter effectivement que tout le monde puisse soumettre leur projet à la dernière minute, on vous conseille à minima de déposer le projet vers midi, 1h le jour J, en sachant que souvent c'est 17h la date limite de soumission. Donc, pour essayer de vous y prendre le plus tôt possible pour éviter ce type de problème. Concernant quelques petits conseils aussi de méthodologie sur la coordination et la gestion du projet, l'idée c'est vraiment de lire très attentivement les documents des appels, les work programmes, les guidelines, comprendre les objectifs, les critères d'évaluation et les attentes spécifiques. Essayer d'identifier et contacter très en amont des partenaires potentiels, donc ça peut être des universités, des entreprises, des organismes de recherche, des associations, et évaluer les compétences et l'expérience de chaque partenaire pour garantir leur complémentarité et éviter qu'il y ait des overlaps, notamment dans la définition des tâches et des work packages. Élaborer une idée du projet aligné avec les objectifs de l'appel, définir les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les impacts potentiels. Et puis bien gérer son temps, donc créer un calendrier détaillé avec les différents jalons et deadlines de la mise en œuvre du projet et allouer les ressources et les responsabilités de chacun pour chaque partenaire. Pour la rédaction de la proposition, il faut idéalement suivre les instructions et les formats requis pour la soumission. Insister sur vraiment votre innovation, son impact et la mise en œuvre de votre projet et intégrer des plans de gestion et des risques. Après, la partie financière est importante, donc il faut élaborer un budget détaillé et le plus réaliste possible et de s'assurer de la conformité avec les règles de financement et des dépenses de l'Union européenne. Pour la communication, essayer de mettre en place des canaux de communication clairs et réguliers entre les différents partenaires et utiliser des outils de gestion de projets collaboratifs du type Trello ou MS Project. Et pour le suivi et l'évaluation, on va mettre en place des indicateurs de performance, les KPIs, pour suivre vos progrès et organiser des réunions de suivi régulières et des revues de projet avec vos partenaires. Concernant la gestion des risques, identifier vraiment les risques potentiels très en amont et essayer de réévaluer régulièrement les risques et ajuster les stratégies en conséquence. Et puis, maintenir vraiment une documentation très complète et à jour sur toutes les activités du projet et préparer des rapports périodiques et finaux selon les exigences de l'Union européenne. Et finalement, concernant la diffusion des exploitations des résultats, essayer d'élaborer une stratégie de communication afin de promouvoir les résultats du projet et planifier la valorisation et l'exploitation des résultats pour vous assurer de leur impact à long terme. Donc, j'ai essayé de faire un petit horizon assez rapide sur les différents conseils méthodologiques que vous pourriez mettre en place quand vous montrez les appels à projets. Et pour illustrer des cas concrets, je vais laisser la main à Lionel de l'IRT Systemix. Je monte sur scène. Tu me confirmes que je suis audible, Alain? Parfait. Super. Allons-y. Alors, merci Alain, merci au pôle systématique là, de m'accorder une quinzaine de minutes pour livrer notre témoignage concernant le montage des projets européens. Donc, je suis Lionel Slemin, je m'occupe du développement et de l'international, ce qui inclut les participations aux projets européens. Peut-être deux disclaimers avant de commencer. La première, c'est que ce sera un humble témoignage, ce n'est pas là où une vérité, ça correspond à la conviction qu'on s'est forgée en tant qu'organisation sur le bénéfice de participer à ce genre d'appel à projet. Et peut-être le deuxième, c'est que la participation à ce genre de projet s'inscrit dans la durée. Donc il faut avoir une conviction, mais être aussi capable de s'ajuster finalement aux demandes. Et
c'est pas forcément un risque, mais plutôt une aubaine, je pense, vis-à-vis des programmes européens, notamment Horizon Europe, sachant qu'ils s'inscrivent dans la durée et on peut avoir une assez bonne visibilité sur 2-3 ans en fenêtre glissante des appels à projets qui arrivent. Donc on peut se préparer et ça c'est plutôt pas mal. Donc à titre d'exemple, Horizon Europe a commencé en 2021 et on voyait assez clair jusqu'en 2023-2024. Là, on est dans une phase un peu de changement de la commission, mais on aura une bonne visibilité pour 2026-2028 assez rapidement. Donc, il faut aussi construire sur cet horizon temporel et sachant que, bon, voilà, tout humblement, Horizon Europe, c'est assez grand. Nous, on n'a pas tout testé au sein d'Horizon Europe. Et il y a d'autres programmes qui existent aussi, qui sont conjoints à Horizon Europe. Je pense notamment au programme Digital Europe qui pourrait intéresser l'audience sur les sujets un peu du numérique. Alors, sans faire de pub, mais peut-être rappeler un peu notre contexte. Alors oui, une chose aussi, j'ai fait les planches en anglais, mais voilà, il faut le rappeler, quand on va à l'Europe, eh ben, il faut parler et écrire un petit peu en anglais, donc il n'est pas attendu de maîtriser du Shakespeare, mais voilà, un langage compréhensible et commun pour tout le monde. Donc, on est une organisation de recherche technologique, donc nécessairement, ça induit des intérêts particuliers sur des appels à projets. En particulier, on est plutôt fervent, nous, du pilier 2 de Horizon Europe, donc la recherche collaborative, même si on a un peu testé le 1 et le 3. Donc on travaille plutôt, nous, dans l'ingénierie numérique des systèmes complexes qui ont une grosse composante logicielle, donc avec des composantes en propre, là, c'est ces petits carrés gris, donc qui vont des sciences de la donnée, de l'IA, jusqu'à des choses plus technologiques comme la cybersécurité. Et on l'applique à différents domaines, alors au niveau national, mais aussi européen et par ailleurs, donc le transport, la mobilité, l'environnement, la sécurité. Donc c'est assez large et ça reflète assez bien que le logiciel est transverse dans ce genre d'application. C'est assez intéressant pour Horizon Europe parce que le pilier 2 vise à répondre à des défis sociétaux. Donc il y a toujours une connotation autour des cas d'application et des impacts qu'on doit démontrer. Et je dirais notre ligne de nage d'activité par rapport à l'échelle de TRL qui a été présentée précédemment, c'est plutôt 5-6, là, ce qu'on appelle un petit peu la vallée de la mort. Donc quand on est un peu dans la preuve de concept en environnement simulé et qu'on commence à aller sur le terrain. Ce qui fait que dans nos contributions, nos participations aux appels à projets, des fois, il faut aller travailler un peu plus proche d'académiques pour les appels à projets type RIA qui demandent de partir des fois du TRL3 et des fois aller plus vers des acteurs économiques, industriels quand on doit aller chercher du TRL 7 et 8. Voilà pour qui on est. Alors, ça nous a pris un certain temps, nous, pour positionner où on mettait l'Europe dans notre chaîne d'activité. On a été créé en 2012-2013. Je dirais que notre conviction européenne, elle s'est vraiment construite au démarrage de Horizon Europe, même si on avait initié des travaux précédemment dans la mandature précédente qui s'appelait H2020. Et on a placé, nous, pour notre organisation, l'Europe comme étant un petit peu en aval de notre cycle d'activité, c'est-à-dire que on ne va pas sur des sujets européens si on n'a pas déjà un peu une connaissance ou quelque chose à montrer. Et c'est assez intéressant de pouvoir déjà aller solliciter des consortiums en disant voilà, moi j'ai ça comme plateforme, comme asset, j'ai ça comme expertise et je peux contribuer sur ces sujets-là. Et en plus, on peut montrer un certain état de l'art ou un background de publication, de réalisation. Donc on a plutôt une partie, nous, amont, qu'on gère plutôt au niveau national. Là, c'est toute la partie orange, je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais on essaye d'animer
la création et le maintien de plateformes plutôt logicielles. Et on voit l'Europe comme un tremplin pour continuer à progresser, passer à l'échelle, se faire rentrer en compétition, voilà, se faire challenger aussi, mais aller chercher aussi d'autres cas d'usage et en retour que ça puisse alimenter d'autres projets au niveau national. Donc ça, c'est mon deuxième point aussi. Donc voilà, premier, c'était on ne va pas à l'Europe sur des sujets complètement ex nihilo. Et le deuxième, c'est qu'on l'intègre dans notre cycle de vie d'activité pour ne pas siloter nos réalisations et pas se cannibaliser, je dirais, entre les dispositifs. Alors, quelques exemples de réalisation. Donc, j'ai cité H2020 qui était le projet, la programmatique précédent. Et à toute fin pratique, c'est les seuls projets qu'on a qui vont se terminer, parce que Horizon Europe, nos projets sont encore en cours. Et deux exemples de projets illustrés, qui s'appellent LEAD et l'autre qui s'appelle Sequoia. Donc, LEAD était plutôt sur la mise en place de jumeaux numériques pour aider à la logistique du dernier kilomètre. Donc avec un certain nombre de ce que la Commission européenne appelle des living labs, c'est-à-dire des applications territoriales. Donc là, ça allait de Madrid jusqu'à Porto, donc une dissémination au niveau de l'Europe. Et l'autre sujet est plutôt sur la cybersécurité des chaînes de production et de fabrication, avec encore une fois multiples cas d'usage aéronautique, automotive, robotique notamment. Et dans les deux cas, donc c'était H2020, on a commencé ça en 2018 à peu près, ces projets-là, on a réussi finalement à alimenter ce cercle vertueux que je vous ai présenté précédemment, avec à chaque fois la possibilité de construire ou d'apporter de nouvelles briques pour nous par ces projets-là. Donc avec l'idée qu'on part d'une version finalement N-1 dans ces projets-là et on les augmente avec ce qu'on peut produire. Et sachant que la propriété intellectuelle est plutôt intéressante vis-à-vis des projets européens, parce que finalement ce qu'on développe, ça nous appartient, sachant que la Commission européenne a aussi un regard particulier là-dessus. C'est soit on travaille dans le monde ouvert, on travaille à l'open source, et donc il faut le démontrer, soit il faut arriver avec un plan d'exploitation et démontrer qu'après le projet, on l'exploite. Sinon, après un certain temps, ça tombe dans le bien commun. Donc, dans les deux cas, on a réussi à utiliser ces projets-là pour augmenter certaines de nos plateformes. Alors, open source d'un côté pour les jumeaux numériques et plutôt technologiques sur des laboratoires en propre chez nous. Et ça a finalement conduit notre positionnement vers Horizon Europe. Alors là, je vais citer 3 exemples du pilier 2 qui est construit en plusieurs clusters. Je commence par le cluster 3 qui est plutôt sur la cybersécurité, la résilience, la sécurité des infrastructures. Donc on a un projet qui s'appelle Dynamo qui a été gagné au tout début de Horizon Europe là en 2021. Donc c'est vraiment le début de la programmatique avec la mise en place de nouveaux templates, peut-être de nouvelles attentes. C'est un projet dont on voit sur la cartographie là qu'il est disséminé au travers de différents pays. Un projet avec un budget qui est assez commun pour ce cluster-là, pour la cybersécurité en tout cas, vu qu'il est de l'ordre de 5 millions d'euros, avec quand même beaucoup de partenaires. On est à peu près une quinzaine de mémoires, donc ça restreint aussi le budget. Bon, le sujet portait sur je dirais la business continuity en cas d'attaque cyber, avec des cas d'usage maritimes, énergétiques, hospitaliers, donc assez diverses. Et pour nous, c'était une continuité logique là, du projet Sequoia que je vous ai présenté précédemment. Donc il y a aussi une histoire à construire au travers des différentes réalisations européennes, sachant que c'est bien de montrer des participations dans des projets précédents, même si la Commission européenne est quand même bienveillante à accepter de nouveaux joueurs. Alors, une fois n'est pas coutume, on a réussi à intégrer le consortium par une plateforme de matchmaking. Je pense que c'est à peu près la seule fois qu'on a réussi, mais bon, voilà, ça prouve que ça peut marcher, donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Et peut-être, voilà, on a été évalué à 15 sur 15, donc une grosse note.
dont je ne sais pas vraiment la véracité dans la mesure où c'était vraiment les premiers projets d'Horizon Europe. Et que par ailleurs, peut-être voilà un retour d'expérience, on aimerait de façon rationnelle se dire que on peut capitaliser sur les rapports d'évaluation qu'on a des différents projets. C'est pas tout le temps vrai, sachant que bon, les rapports d'évaluation sont assez bien faits, mais ils sont quand même assez génériques. Et des fois, on se pose un petit peu la question, et, voilà, et notamment quand il y a beaucoup de compétition sur un appel à projet, il y a quand même un petit peu un élément statistique et de loterie qu'il faut considérer. Alors, ce qui est le cas aussi de cet autre exemple qui vient du cluster 4, plutôt orienté sur le digital, l'industrie et l'espace. Donc celui-là, on l'a gagné un petit peu plus récemment, vu qu'il a démarré en octobre 2023, donc plutôt un appel sur l'intelligence artificielle pour aider les opérateurs de systèmes critiques. Aussi une distribution européenne là du nord au sud. Alors avec en bleu, vous voyez des partenaires suisses, qui ont des bonnes et des mauvaises propriétés. C'est que eux sont pas financés par l'Europe, donc ils arrivent avec un financement additionnel qui vient de la Confédération suisse. Donc ça c'est plutôt intéressant. En même temps, ils signent rien avec la Commission européenne, donc tout le contractuel est à gérer en propre au niveau du consortium. Voilà, et ça peut générer quelques discussions. Mais bon, en général, les partenaires suisses sont aussi compétents sur les sujets du numérique, donc c'est plutôt des ajouts intéressants. Alors celui-là, avant d'aboutir, on a travaillé quasiment pendant 2 ans, et c'était sur des prémices d'abord de projets nationaux, notamment d'ANR. L'appel à projet a été retardé de 6 mois, donc voilà, il faut aussi pouvoir être réactif et agile dans ces cas-là. On a les drafts en avance de phase, mais c'est jamais complètement ferme tant que c'est pas mis pour soumission dans le portail européen. Donc on était suffisamment en avance pour avoir l'opportunité de présenter notre proposition à une révision blanche en fait, qui peut être offerte dans certains cas. Donc ça nous a permis d'améliorer la chose. Et il y a eu 115 soumissions pour 2 sélectionnés sur cet appel à projet-là. Donc, on a peut-être été bon collectivement, mais à ce niveau de compétition-là, il y a forcément un côté un peu de fortuité qui nous a aidés pour ce cas-là. Un dernier exemple sur le cluster 5, qui est plutôt l'énergie, la mobilité, le climat. Donc avec le projet Aware to All, qui était un peu plus doté, qui était de l'ordre de 8 millions d'euros, parce qu'il y avait des demandes effectivement de faire des démonstrateurs, ce qui est notre cas là dans notre participation, vu qu'on travaille sur des JHM embarqués pour les véhicules, hein, pour les voitures, et qui correspond à une de nos activités qu'on fait à niveau national, et on a embarqué conjointement avec un de nos partenaires nationaux industriels. Donc ça aussi c'est intéressant comme peut-être retour d'expérience. Alors des fois on peut y aller tout seul et finalement on est un seul Français dans l'équilibre du consortium et ça marche très bien. Mais des fois ça peut être intéressant d'arriver à plusieurs avec un tout consistant, c'est-à-dire des partenaires industriels, peut-être académiques, peut-être des territoires, et ça c'est intéressant vis-à-vis d'un consortium d'arriver avec un clé en main qui couvre plusieurs sujets. Ça m'amène à vous parler aussi des dates. Hein. Celui-là, il a dû être soumis tout début janvier, donc à un moment où finalement pas grand monde a envie de travailler. En général, les deadlines de projets européens, ça tombe jamais bien. C'est toujours après des vacances. Il y en a toujours en septembre, en janvier, en avril. Mais ça peut être aussi une opportunité de chasser des appels à projets qu'on peut espérer peu compétitifs. Et en l'occurrence, là, il y avait que 3 soumissions qui ont été faites. Et il y avait un projet retenu, donc ça nous a été favorable avec une évaluation somme toute intéressante. Voilà pour les exemples que je voulais vous apporter. Donc peut-être en conclusion de mon côté,
ça peut paraître compliqué, hein, Horizon Europe et les autres programmatiques, mais c'est quand même bien organisé, c'est quand même bien ficelé. Hein. Voilà, ça fait des décennies que ça fonctionne. Donc il y a quand même des bénéfices à cette organisation-là. Je pense pas qu'il faille se dire d'aller à l'Europe pour aller à l'Europe. Il faut se construire une conviction et un positionnement qui est favorable par rapport aux activités que vous pouvez avoir par ailleurs. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut concevoir ça comme une activité à moyen long terme, sachant qu'il y a des opportunités, il y a de la visibilité. Voilà, il faut pivoter un petit peu, mais ça se construit dans le temps, et voilà, il y a forcément quelque chose de statistique là-dedans, hein. Pour pouvoir gagner, il faut déposer. Mais chaque dépôt nous fait apprendre un peu plus, nous fait construire un peu de l'état de l'art et nous fait connaître auprès de partenaires. Donc je ne peux que vous enjoindre à essayer et à regarder le site Horizon Europe là, qui est piloté au niveau national, qui est plutôt bien fait. Voilà pour moi, je te cède la main, Alain. Je crois que j'ai respecté à peu près le timing. Ah, parfait. Merci beaucoup, Lionel. Donc là, on arrive à la phase de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à y répondre dans la partie questions du webinaire. Hélène, Lionel et moi, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Je vais laisser quelques minutes pour que. Alors, j'en vois une, je ne sais pas si on y a répondu, qui est-ce que tous les projets doivent être collaboratifs pour être éligibles? Je ne sais pas si on y a répondu, mais pas forcément. Il y a des projets où on peut être mono-déposant et c'est plutôt sur le pilier 3, mais je laisserai peut-être Hélène y répondre. Ouais. Oui, merci Lionel. Oui, effectivement, enfin, vous avez très bien répondu à la question. Alors sur le pilier 2, hein, comme on l'a vu, ce sont que des projets collaboratifs. Dans le pilier 1, dans le cadre des ERC, bon, c'est assez particulier, où ce sont des projets mono-bénéficiaires, comme on dit, donc c'est pas collaboratif. Et les bourses postdoctorales fellowship des actions Marie Skłodowska-Curie. Mais voilà, c'est assez particulier. Et dans le pilier 3, dans certains cas de l'EIC, notamment l'EIC accélérateur. Mais j'avoue que je maîtrise un peu moins bien. On a des collègues qui pourront mieux vous répondre pour cela. Et voilà pour voilà. Après, est-ce que je ne sais plus si la question portait ou que sur Europe. Moi, je reprends la question. Des nouvelles questions de Loïc et de Didier. Donc Loïc, comment expliquez-vous qu'il y ait aussi peu de candidatures sur certains appels d'offres? Est-ce seulement une histoire de timing? Et quels sont les domaines en général où il y a le moins de candidatures? Alors, je peux peut-être au moins apporter un début de réponse vu de mon prisme. Le contenu de l'appel à projet est aussi important. Parce qu'il y a effectivement des descriptifs qui sont assez ouverts et qui laissent la place à pas mal d'orientations différentes. Il y en a qui sont beaucoup plus refermés, qui appellent à se positionner par rapport à des appels à projets existants. Donc, quand il y a déjà un historique de réponse, c'est plus compliqué pour des nouveaux venus de s'intégrer. Après, il y a aussi les sujets un peu de financement. Voilà, les RIA sont financés à 100% pour tout le monde. Les IA, ça peut changer, ça peut descendre des fois à 60%, donc il y a peut-être moins d'aubaine, hein, voilà, pour certains partenaires. Et puis il y a aussi des appels à projets qui sont assez gros, hein, voilà, qui peuvent être dotés de 25 millions d'euros avec beaucoup de demandes de démonstrateurs. Donc là, ça limite un petit peu la concurrence. Mais on sait, de mon expérience, on peut avoir une opinion du niveau de compétitivité, mais on ne sait jamais tant que c'est pas fini. Des fois, on peut être surpris. Voilà, je sais pas, Hélène, voilà, vous pouvez peut-être compléter. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, en fait. Je pense que j'ai rien à ajouter. Effectivement, cela va vraiment dépendre de l'appel, de la thématique. Et comme vous dites, on peut avoir des surprises. Quelquefois, sur certains appels, on peut penser qu'il y aura plus de dépôts, enfin plus de candidatures, et finalement,
il y aura moins que prévu ou inversement. Donc c'est vraiment voilà, ça dépend vraiment. Je vous cache pas dans le pilier 1 sur les appels dits blancs thématisés, il y a toujours beaucoup de dépôts. Mais sur les projets collaboratifs ciblés, effectivement, tout va dépendre de la, comme vous dites, de la thématique, du budget, de l'ampleur du consortium attendu aussi. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez ce que j'ai. Oui, c'est bon, Hélène. Oui, c'est clair. C'est bon. Merci, Hélène. Du coup, il y a aussi une question donc, de Didier pour Lionel. Hein. Est-ce que les projets européens ont obligé Systemix à modifier ses règles habituelles en matière de copropriété de propriété intellectuelle? Non, enfin, on trouve, nous, que les appels à projets européens sont plutôt facilitants à cet égard. Alors, voilà, il faut toujours faire un accord de consortium, définir son background, définir les résultats, mais les principes philosophiques sont que on peut exploiter ces résultats en propre. Alors, exploiter, ça peut être dans une filière d'ouverture de sciences ouvertes ou plutôt fermée à titre commercial. Donc, de notre côté, nous on les trouve on les trouve facilitants, quoi. L'API devrait pas être un sujet, j'ai l'impression, sur ces appels Horizon Europe en tout cas, parce qu'après, il y a effectivement d'autres spécialités dans d'autres disciplines. Mais nous, on le voit plutôt comme une aubaine, cette possibilité de produire des résultats dont on peut exploiter suivant notre desiderata. Merci Lionel. Une question de Bertrand. Quels sont les réseaux principaux qui font que l'on devrait se tourner vers l'Europe pour nos projets, mais aussi les avantages et les inconvénients? Alors, je ne connais pas quelle est la structure de Bertrand, mais encore une fois, je répète ce que j'ai pu dire, c'est que ça dépend vraiment de son type d'organisation et qu'il faut construire sa conviction européenne en fonction de son organisation et de ses besoins. Donc, c'est un peu difficile de répondre complètement spécifiquement à votre cas. Et une fois que vous avez construit cette conviction, ce que je trouve d'intéressant vis-à-vis de l'Europe, c'est cet horizon temporel qu'on peut voir venir. Alors qu'on peut voir venir à la fois pour participer, mais aussi pour nourrir sa propre feuille de route. Hein. Il faut savoir que les plans de travail sont construits à plusieurs pays, à plusieurs représentants. Donc, bon, il y a toujours des consensus. Des fois, c'est toujours un petit peu édulcoré, mais vous savez que si ça tombe quelque part dans un appel à projet européen, c'est que il y a un intérêt. Quelque part, il y a un potentiel de marché. Et donc, ça fait pour moi partie de l'état de l'art, qu'on soit académique ou industriel. C'est intéressant de l'intégrer dans ses propres constructions de feuilles de route, même si on ne participe pas à des appels à projets européens. Alors peut-être, je vais citer au moins un inconvénient, c'est que sur les projets collaboratifs, voilà, il faut jouer à plusieurs, et donc il faut jouer à plusieurs à l'échelle du continent. Donc des fois ça se passe super bien, super fit avec d'autres nationalités, d'autres organisations. Ouais, des fois, ça se passe un peu moins bien. Mais voilà. Je ne sais pas si Hélène veut compléter. Si vous avez pu retrouver votre connexion. Si ma connexion est rétablie, parce que je vois que j'ai des problèmes de connexion. On vous entend. Oui, très bien, parfait. Je rejoins tout à fait ce que dit Lionel. Voilà, en plus, c'est l'opportunité d'élargir son réseau, d'avoir cette visibilité, internationale, au niveau européen à l'international, mais aussi de prendre connaissance de l'état de l'art, comme vous avez dit. Les inconvénients, comme on lit dans les projets collaboratifs, ça reste aussi une histoire de personnes. C'est important de s'assurer qu'on s'entende bien avec les personnes. C'est pas toujours facile. C'est important d'être assez cadré dès le départ, surtout quand on est coordinateur. S'assurer que tout le monde a bien compris les enjeux, les attendus. S'assurer que tout le monde a bien compris sa place dans le consortium aussi, c'est important.
Bon, je pense aussi une dimension administrative à prendre en compte, mais ce qui peut être géré, enfin, qui est gérable, hein, si elle est anticipée. Enfin, c'est vrai que, comme Alain le disait au début, il faut bien anticiper aussi les appels, mais aussi anticiper le montage et la réalisation du projet dès le montage. Mieux c'est anticipé, mieux le projet se passe. Et voilà, ce serait un petit conseil que je donnerais. Merci beaucoup, Hélène. Alors, il semble qu'il n'y ait plus de questions dans le chat. Merci beaucoup à vous deux pour le timing. On est arrivé à 1 heure de webinaire. Donc, pour ceux qui ça peut intéresser, donc il est encore temps pour vous de vous inscrire. Donc, vous retrouverez sur le lien qu'on va vous mettre sur le chat pour vous inscrire à d'autres webinaires. Et donc, vous avez également le mail pour nous contacter, ainsi que les mails de chacun d'entre nous, qu'on va aussi vous copier dans le chat. Et puis, pour finir, également, effectivement, les prochains webinaires sur Deep Tech. Donc, le 3, la French Tech existe-t-elle? C'est en présentiel, donc ce sera demain, émergence de projet, appel à projet. Et puis, ce sera le 4, mettez en place une politique d'achat responsable pour optimiser votre stratégie RSE. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Ce sera un très bel événement demain. Et donc, on compte sur vous, soit pour vous inscrire à d'autres webinaires, soit pour nous rencontrer en présentiel demain. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.